Bonjour à toutes et à tous, je suis Mathieu Charrier, ravi de vous accueillir dans 9e art, le podcast de la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême. Dans chaque épisode, une autrice ou un auteur se raconte, revient sur sa pratique, sa carrière, son actualité, sa vision du 9e art et répond à notre questionnaire de Proust version BD. Je suis une autrice de 41 ans qui a commencé par publier des fanzines avant de faire une première bande dessinée autobiographique qui m'a ensuite donné le goût du récit. Bonjour Ninantico. Bonjour. Et merci d'être là, notamment, même si on va aussi parler de ton actualité, mais notamment dans le cadre de l'exposition Rock Pop Wiz qui se tient en ce moment à la Cité de la bande dessinée. On découvre certaines de tes planches de Rockstrip, d'Hotel California, de Face A, d'Hotel California Face B, voilà, tout un tas de titres que tu as publiés dont on va avoir l'occasion de parler. Tu viens aussi de publier La Madone et la Putain, ça c'est chez Dupuis. Alors ce pluriel, Madone et Putain chez Dupuis. Ouais. Oui, parce qu'il y a plusieurs portraits, donc c'est logique. Ouais. On va aussi avoir l'occasion d'en dire quelques mots, mais d'abord, je le disais, il y a beaucoup de titres dans ta bibliographie en lien avec la musique. Question bête, mais pourquoi ? Pour une sonorité, l'imagerie que ça véhicule, quelque chose qui a rapport avec le rythme d'une phrase, d'un mot, faut que ça résonne, quoi. Du coup, tu as un vrai lien avec la musique aussi quand tu dessines, c'est-à-dire que ce que tu es en train d'écouter au moment où tu peux dessiner peut avoir une influence sur ton trait ? Oui, après, c'est pas le même dosage dans chaque BD. Par exemple, dans Madone et Putain, il y a peu de musique qui m'ont accompagnée. Alors que, évidemment, Hotel California, qui parle de la musique rock des années 60-70, si j'étais en boucle sur les musiciens dont je parlais. T'as aussi beaucoup dessiné en concert, sur le modèle, par exemple, de ce que peut faire Luz, on le voit dans l'exposition. Là encore, pourquoi et qu'est-ce que tu trouvais dans ce plaisir de l'instantanéité du dessin, de raconter en dessin finalement quelque chose de très visuel et très sonore ? Comme je ne pouvais pas parler de musique, mais que j'étais très émue parce que je voyais cette musique que je découvrais quand j'avais 20 ans, qui était à travers du post-rock, noise, du folk, enfin... Bref, j'ai éclos vers 20 ans et j'ai découvert une musique que je n'avais pas écoutée jusque-là. Et dessiner, c'était un moyen de capturer l'aura des gens que je trouvais fascinants sur scène. Et un moyen de dialoguer avec eux, parce que en fait, j'essayais d'avoir leur contact ensuite pour leur envoyer mes dessins. C'était juste une façon comme de laisser une lettre, peut-être, mais sous forme de dessin. Parce que je disais, je sais plus, qu'aujourd'hui, tu n'as en revanche plus du tout envie de faire ça. Moins, parce que ça prenait, ça occupait pendant le concert beaucoup mon attention et je pouvais être plus concentrée sur le dessin que sur la musique. Et aussi, il y a le fait de dessiner en public qui m'a vraiment permis, moi, de me constituer en tant qu'autrice, parce que le regard des autres m'a encouragée et m'a donné aussi le fait de dessiner, me donner une attitude. Et maintenant, j'aime plus la position de repli par rapport au dessin. J'aime bien dessiner seule. Parce que c'est aussi le fanzine, je crois que ça s'appelait Rock This Way, ouais. Qui a lancé ta carrière de dessinatrice. Donc là, déjà aussi à ce moment-là, en lien avec la musique. Qui a lancé ma carrière dans la publication, parce que c'est de l'autopublication. Et j'ai eu un premier échange avec des lecteurs, enfin des acheteurs qui venaient dans les salons de fanzine. Et ça a créé un premier réseau qui était celui et des amateurs de concerts où j'allais. En fait, les gens qui m'achetaient les fanzines, c'était ceux que je voyais en concert aussi. Et à ce moment-là, tu jouais de la musique ? Tu joues de la musique ou pas du tout ? Non, pas du tout. Et je pense que ça participe du fait que je dessine, c'est mon moyen d'action par rapport à ce domaine que j'apprécie, mais où je me sens pas douée. Maintenant, je commence à prendre des cours de piano, mais classique pour le coup. Voilà, j'ai pas du tout eu un univers familial où il y avait de la musique et je me le suis pas permis. Puis à un moment donné, il y a aussi le temps qu'on peut y donner, et c'est vrai que le dessin, moi, a envahi tout, et la musique était là au second plan, mais vraiment omniprésente. Mais ça fait du bien aussi d'avoir des terrains où on se dit qu'on n'a pas d'ambition, et vu que j'avais l'ambition de gagner ma vie avec le dessin, l'endroit de la musique, c'est un moment de relâchement pour moi. On entend souvent que le dessin peut être musical. Ça veut dire quoi pour toi ?
ça serait dans une gestuelle ou dans une façon d'utiliser la page, de pouvoir déborder. Donc je dirais de sortir de la case, quoi. Enfin, quelque chose qui se balade, enfin, qui utilise la page comme de façon plus libérée. Oui, parce qu'il y a une musicalité même quand on lit des biographies d'artistes en bande dessinée, on a dans le dessin, je trouve une musicalité aussi qui arrive à ressortir. Mais moi, j'essaye aussi beaucoup de l'avoir par le texte. En fait, c'est que je pense que je suis pas la seule à faire comme ça, mais quand j'écris, je me dis vraiment le texte à voix haute et j'ai une propension d'ailleurs à faire des rimes que j'essaye de maîtriser parce que je trouve ça un peu ridicule, mais je fais souvent des rimes et j'essaye de me calmer là-dessus, mais il faut que ça sonne en fait le texte aussi beaucoup. Enfin, pour moi, il faut qu'il soit dit et qu'on ait plaisir à l'entendre même dans sa tête. Parmi les artistes que tu as dessinés, il y a notamment Daniel Johnston, qu'on retrouve beaucoup dans ton film, en tout cas la musicalité. Ouais. Qu'est-ce qu'il représente pour toi ? Il représente le do-it-yourself, vraiment c'en est le maître, quoi, parce qu'il s'est enregistré tout seul dans sa salle de bain. En plus, c'est un artiste brut au sens où voilà, il avait des pathologies psychiatriques qui fait qu'il a fait beaucoup de séjours. Donc il a fait avec son mal-être et avec ses troubles, il a créé... et ça infuse dans sa musique, quoi, sa mélancolie et en même temps sa poésie. Il est très très touchant et c'était quelqu'un qui en concert était très vulnérable aussi, donc il pouvait avoir des moments magiques ou des moments où il était écrasé. Parce que justement, je parlais de ce film, Playlist, qui est sorti il y a 2 ans, quelque chose comme ça. En 2021. 2021, qui était ton premier film en tant que réalisatrice. Tout à l'heure, quand tu t'es présentée, tu n'as pas dit réalisatrice. Non, c'est vrai, ouais. Ce qui m'a étonné, je l'attendais. Oui, mais je me définis quand même plus comme autrice de bande dessinée. Enfin, c'est vraiment mon domaine où moi, je me suis... le rapport du texte et de l'image. Alors, quand je fais des ateliers, souvent, j'aime pas dire que je fais des ateliers bande dessinée, je fais des ateliers texte-image. Pour moi, c'est plus ça. Donc, c'est peut-être un peu dommage, mais parce que ça fait comme si c'est pas un sentiment d'illégitimité, mais il me semble pas que c'est en ayant fait un film que je suis réalisatrice. Alors que maintenant, bande dessinée, j'ai une dizaine de bandes dessinées. Je sais que c'est un terrain sur lequel que je peux malaxer et où j'ai plus de facilité à me dire autrice que... Et je peux être autrice à travers des films, voilà, avec un autre support. Donc je suis autrice. Et dans ce film, d'ailleurs, il y avait des références, dans mon souvenir, à Angoulême, au festival, quand tu étais attachée de presse dans une petite maison d'édition. Oui. Alors c'était pas à Angoulême directement, mais c'était au festival de bande dessinée avec le côté table derrière lesquelles on est assis ou assise pour dédicacer. Enfin, je me suis régalée à faire ce plan fixe sur une table de maison d'édition et cette atmosphère. Enfin, ouais, ce film, c'est vraiment Playlist, c'était un moyen de rire un peu de tous les trucs qu'on entend quand on bosse dans la bande dessinée, quand on fait de la bande dessinée. Et aujourd'hui, tu travailles sur un deuxième film. Ouais, j'ai créé un deuxième film avec les mêmes producteurs. Je tiens à continuer absolument la bande dessinée parce que c'est vraiment un vecteur d'indépendance. Il y a une autonomie qui, évidemment, n'est pas... et à l'opposé du cinéma où on dépend des gens, des financeurs, des acteurs, d'une équipe. Mais c'est aussi ça qui fait la beauté. Donc, si je peux me permettre de faire les deux comme ça, de temps à autre, des films, ça me plairait beaucoup. Après, c'est chaque pas l'un après l'autre. C'est-à-dire que au moment du tournage du premier, j'avais déjà cette idée de film et je me disais qu'en fonction de comment ça se passait, soit je restais qu'au scénario, soit je réalisais. Voilà, je veux en faire un deuxième, il n'est pas dit que j'en fasse. C'est vraiment au fur et à mesure. Tu dis aussi que la BD, pour toi, c'est un vecteur d'émancipation. Moi, je pensais pas que j'avais quelque chose à raconter. Et en fait, au-delà même de la bande dessinée, je dirais, pour moi, l'autobiographie a été vraiment un vecteur d'émancipation. Et c'est que, en touchant à ce qui paraît être très évident dans ma sensibilité, dans mes souvenirs, en allant vers les évidences, je me suis trouvée dans ce que j'avais envie de raconter. Et qu'ensuite, j'ai diffusé dans des personnages qui sont plus éloignés de moi dans mes autres livres. Et en fait... la bande dessinée, ça permet à n'importe quel endroit, à partir du moment où on a un papier et un stylo, de pouvoir raconter
on a une liberté qui est inégalable, quoi. Quand tu parles de cette bande dessinée autobiographique, tu parles du Goût du paradis. Oui, oui. Tu racontais, c'était les souvenirs d'une collégienne, donc c'était toi la collégienne. Ouais, c'était très très autobiographique. Ouais. Elle s'appelait Virginie, qui est mon vrai prénom, et c'était sur mon enfance et mon adolescence en banlieue. Quelques années après, tu sors Coney Island et Girls Don't Cry, qui sont tous les deux, je crois, la même année en sélection à Angoulême. Je ne sais pas si ça a eu de nouveau lieu depuis, je ne suis pas certain. Quel souvenir tu gardes de ce moment-là? Parce que c'est finalement des deuxième et troisième albums, donc tu es encore toute nouvelle, entre guillemets, dans le milieu de la bande dessinée chez les éditeurs, et tu te retrouves propulsé à Angoulême avec une double sélection. Ça reste un bon souvenir? Ça reste un moment un peu flippant? Non, en fait, je m'en rendais même pas compte, dans le sens où quand ça arrive, moi je connaissais pas hyper bien le milieu de la bande dessinée au final, donc je me rendais même pas compte de qu'est-ce que ça représentait une sélection à Angoulême. Donc, et je connaissais pas bien l'univers de la bande dessinée, tout en travaillant chez un éditeur parallèlement, dont je savais qu'il y avait aussi plein d'auteurs chouettes qui étaient pas forcément sélectionnés. Donc pour moi, c'était pas une garantie de qualité non plus, mais ouais, j'étais contente, mais c'est surtout que cette bande dessinée, enfin Coney Island Baby, ça reste celle par laquelle je suis connue, en fait, dans les gens qui ont lu qu'une BD de moi, ça sera celle-là. Donc ça reste celle qui me définit en tant qu'autrice pour les gens, quoi. Et déjà à ce moment-là, tu travaillais sur un projet de court-métrage. Au moment où j'ai publié Girls Don't Cry, donc la même année, oui, j'ai été contactée par une société de production, et donc j'ai fait un court-métrage, mais ça a été 1 an ou 2 après, du coup, le court-métrage. Mais ce qui est marrant, c'est de voir que finalement, dès ce moment-là, tu as cette, entre guillemets, double carrière, c'est-à-dire que... Ouais, en fait, c'est avec les producteurs qu'on produit Playlist. C'était un premier geste, en fait, pour me tester, pour voir comment je ressentais la réalisation, et eux, ils m'avaient vraiment dit, voilà, tu fais un film, un court-métrage, montre en 15 minutes un peu qui tu es. Enfin, faut que ce soit quelque chose de très simple. Donc, j'ai adapté un des chapitres de ma BD Tonight, où c'est une jeune fille qui décide de passer le nouvel an toute seule et qui vit un grand 8 émotionnel pendant cette nuit enfermée. Elle sort, elle veut aller à la fête. Enfin bref, le charme que tout le monde connaît du nouvel an, où on ne sait jamais si on est au bon endroit. On n'arrête pas de regretter nos choix. Tu penses que l'un influe sur l'autre? C'est-à-dire que tes dessins influent sur ta manière aussi d'imaginer ton cinéma et inversement, ou c'est très cloisonné dans ta tête et pour chacun, tu as une technicité, une manière de le penser, de le créer? Je pense que je suis vraiment venue à la bande dessinée par le cinéma, parce que j'étais plus cinéphile que finalement mon rapport à la BD, il était très récent. Quand j'ai commencé à faire de la bande dessinée, c'était vraiment très frais. Enfin, je pensais que je voulais faire de l'illustration. Et quand ces premiers souvenirs qui ont donné ensuite le goût du paradis ont émergé dans mes carnets, je pense que mon seul moyen... je me suis pas dit je vais apprendre à faire une bande dessinée, c'est juste que j'ai raconté, et je pense que je me suis vraiment fait mon film, et je découpais mes scènes comme à la façon dont on aurait fait envisager quel film on a envie de raconter. En fait, je sais que c'est comme ça que je me le suis imaginé, et finalement mon rapport au dessin ensuite a fait que je suis allée vers le cinéma, et pour moi c'est vraiment un échange. Et ma dernière bande dessinée, Madone et Putain, je crois qu'elle est différente graphiquement dans la façon dont je mets en page. Je crois parce que je suis passée par le cinéma, et qu'il y a quelque chose de la séquence comme je le fais avant, dont j'ai moins envie maintenant, et j'ai l'impression que le côté séquencé va aller vers le cinéma dans un geste de film chez moi, plutôt que vers que je vais de plus en plus tirer le texte dans les bandes dessinées. Mais c'est-à-dire aussi les construire peut-être encore plus comme... Comme un rapport à la page, c'est-à-dire utiliser le blanc, l'espace, et vraiment la phrase, aller vers plus de jeu, ne plus être dans une case qui se succède à une autre, parce que finalement la pellicule, enfin qui n'existe plus, mais la pellicule remplirait un peu ce champ-là pour moi. Enfin, je me le raconte un peu comme ça. Je sais pas si je m'interprète. C'est intéressant de voir. Il y a aussi tout un pan de ta bibliographie autour de l'Amérique. Il y a America, il y a au moins 3 ou 4 titres qui sont très inspirés de Coney Island, Baby, Hotel California. Hotel California, comme son nom l'indique.
Là aussi, pourquoi ce rapport-là? Tu parlais de ton rapport au cinéma, pourquoi ce rapport à l'Amérique? Est-ce que c'est parce que tu y allais souvent et c'est une culture qui t'inspirait aussi visuellement? Mais parce que, alors déjà, comme toute personne qui a grandi dans les années 80, notre pop culture était vraiment américaine, en fait, de par les films, la musique, etc. Mais aussi, très clairement, pour le côté Ellis Island, quoi. Arriver là-bas, se recréer. Alors, évidemment, on sait bien que le mythe américain est une grosse esbrouffe aussi, mais il reste quelque chose qui correspond dans sa mythologie à un mouvement artistique, c'est-à-dire tu t'en fiches de là où tu viens, enfin en tout cas tu te refais, tu te rejoues, quitte à tu te réinventer, se réinventer et rebattre les cartes. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours attiré, en fait, de se dire que on n'est pas dépendant de ces origines qu'on peut, enfin, finalement vers lesquelles maintenant j'ai tendance à revenir, mais ce mouvement comme ça de recréation. Et je pense que, ayant des racines italiennes, tout l'imaginaire du parrain a très bien fonctionné chez moi. J'avais vraiment envie d'avoir ce que je n'avais pas eu dans ma famille, des immigrants italiens qui auraient été à New York ou je ne sais où. Justement, tu me fais le point avec ta dernière BD, donc Madones et Putains, où on est dans l'Italie du XXe siècle, à travers le destin de 3 femmes, inspirées, je crois, d'histoires vraies. En tout cas, tu t'es documenté pour construire ces personnages-là. Est-ce que tu dirais que c'est ta BD la plus sociétale ou sociale, ou la plus directement sociétale? Ouais, mais je m'en suis pas rendu compte quand j'ai commencé, en fait, parce que il y avait des premières impulsions qui étaient les madones torturées, envoyées dans des bordels. Il y avait Naples, les souterrains, les catacombes, de quelle façon la population, pour se protéger, côtoyait les ossements, les morts et tout ce qu'on cache. Et puis ensuite la mafia s'est rajoutée, et puis ensuite en fait il y a plein de strates qui se sont rajoutées où au final, oui, c'est devenu quelque chose il y a quelque chose sociétal qui m'a un peu dépassée, que j'avais pas prévu, et qui m'a surprise et touchée moi-même, parce que je m'attendais pas à cet endroit. Et est-ce que tu penses que ça... On a l'impression, c'est peut-être juste une impression, mais que tu as un moment où la manière dont tu parles par rapport au cinéma, par rapport au sociétal, que tu t'interroges aussi beaucoup sur le temps futur de ton œuvre. Est-ce que c'est aussi conscient que ça ou... Non, c'est pas du tout. Non, j'ai jamais. Quand je commence un livre, je me dis pas bon, je vais faire différemment. Ou ça se construit assez naturellement de pas. C'est comme un grand filet de pêche où finalement les obsessions d'un auteur ou d'une autrice. Et en fait, on essaye de répartir sur un livre ou un autre ce qu'on a pêché récemment, quoi. Voilà, moi j'essaye de répartir dans les livres des poissons. Parce que on a l'impression, même dans la couleur de Madones et Putains, qu'on est un peu moins pop qu'une grande partie de ton œuvre, qu'on est sur un truc plus... Il y a quelque chose de gothique dans le sens où je parle de l'iconographie religieuse qui a été un vecteur d'inspiration graphique. J'ai su que je voulais rentrer dans cette bande dessinée, la faire, parce qu'il y avait toute cette imagerie macabre qui m'attirait, qui moi me faisait flipper quand j'étais enfant, quand j'allais en Italie, et qui en même temps je pouvais pas détacher mon regard, quoi. Je faisais exprès de pas ouvrir les yeux dans la nuit, et en même temps je regardais. Enfin voilà, c'est ce danger-là, et ces histoires qui font peur et qu'on se raconte quand même. En fait, c'est flirter avec le danger, quoi. T'as déjà l'idée de la BD suivante? Oui, ça sera une BD sur le désir, au sens charnel. Et en édition classique ou édition BDQ? Non, classique. Académique. Voilà, académique. Non, pas un BDQ, non, ça sera un roman graphique. T'as sorti un BDQ dans mon souvenir. Là, en fait, je viens d'en sortir un en plus avec... j'en ai sorti un toute seule qui s'appelle I Love Alice, en 2016. Et là, j'en ai scénarisé un qui s'appelle Vulva Vulgaris, que je suis très contente d'avoir scénarisé avec la formidable Amina Bouajila au dessin, et qui sort en même temps que Madones et Putains. Ça parle d'une jeune fille qui est extrêmement populaire, et sauf qu'on se rend compte que
alors qu'elle se faisait passer pour une déesse du sexe. En fait, le sexe la dégoûte et donc elle devient la risée de son entourage. Mais parallèlement, elle se rend compte qu'elle a énormément de jouissance à regarder des vidéos de youtubeuses qui font du ménage. Et sa cyprine est détergente et elle la commercialise. Et donc, elle devient non seulement une pro du ménage et en plus, elle se fait de l'argent avec sa cyprine. Très bien. On donne le titre ? Vulva Vulgaris. Vulva Vulgaris, Madone Zéputin chez Dupuis. Et on va découvrir tes dessins. Il y en a un certain nombre, en plus, assez nombreux, dans l'exposition Rock Pop Wiz à la Cité de la bande dessinée d'Angoulême. C'est le moment où on passe à notre questionnaire de Proust version BD. Est-ce que tu es prête ? Ouais. Quelle est la première BD que tu as lue ? En tout cas, celle qui m'a marquée, c'était Benoît Brisefer avec Madame Adolphine. Celle-là, je l'ai vraiment beaucoup lue. Elle était en plus en format poche. Je crois que j'aimais bien pouvoir la trimballer partout. Il y a forcément quelque chose du dessin qui nous touche. J'aime bien le côté un peu anguleux du trait. Et ce personnage qui avait des pouvoirs enfant, j'imagine que je devais me projeter là-dedans. Et le personnage d'Adolphine aussi était drôle, à moitié garce, à moitié gentille. Quelle est pour toi la meilleure BD de tous les temps ? De la même façon que si on me posait la question pour le cinéma, ça peut être que très subjectif et au moment où je vous parle. Moi, c'est vraiment Daniel Cloves, en tout cas, qui a été une vraie inspiration et sa manière très cinématographique, en fait, d'utiliser une page, ses personnages, d'ailleurs, qui sont devenus des personnages de cinéma. Et moi, je suis venue à la BD par le film Ghost World. Donc, ça a été vraiment une éclosion. Quelle est pour toi la plus belle couverture de bande dessinée ? Une couverture de BD... Black Hole de Charles Burns. Le côté très impactant, le noir, le portrait. Enfin, j'adore en plus toute la série de portraits qui avait été éditée ensuite par Art Factory. Lui, Charles Burns, dans la gestion des contrastes il est en plus, il est très comparable dans le sens cinématographique à Daniel Cloves. Mais voilà, j'ai cité celle-là, j'aurais pu en citer d'autres. Mais... Et pour finir, la plus belle case de bande dessinée ? Alors, je m'aperçois que j'ai pas une mémoire. Finalement, j'avais bien aimé. Alors, c'est un peu hors sujet, mais il y avait Claire Richard. Je sais pas si vous voyez qui c'est, qui avait parlé de son rapport. Finalement, je crois que ça serait moi les BD érotiques, parce que j'avoue que mes premiers émois, comme Claire Richard, érotiques, c'était aussi avec des BD et pas du haut vol. Pour le coup, c'est vraiment des romans de gare. Moi, c'est Angie, infirmière de nuit, qui s'est fait attraper. Donc, en tout cas, je peux dire que ces cases-là, je les ai vraiment beaucoup regardées. Donc, ça va être une scène, une case où elle est ligotée. Ouais. Tu as presque devancé ma prochaine question, qui était: est-ce qu'il y a une BD que tu aimes mais tu as honte de l'avouer ? Visiblement. Angie, infirmière de nuit. Ouais. Quel est ton personnage de BD préféré ? Je crois que pour en revenir à Ghost World, Enid, dans son côté très cynique, et à la fois elle détourne les choses pour en faire une fête, et la façon de... Ce que j'aime en bande dessinée comme au cinéma, c'est que ça sublime le réel et comment on va se raccrocher aux branches, en fait. Et elle prend des choses qu'elle aime et elle ne serait-ce que son masque un peu de Catwoman... Il y a une façon de se réapproprier la vie. J'aime bien le fait d'utiliser des références comme si c'était des pansements un peu. Ton personnage de BD détesté ? Tintin, j'avoue que moi, c'est pas que je le déteste, mais c'est vraiment, ça m'ennuie. Et je devrais pas dire ça, je vais me prendre des tomates par toute l'industrie, mais il y a quelque chose... qui me touche pas du tout. Je le déteste pas, ce Tintin, mais il m'ennuie, quoi. Tu dessines dans le calme ou en musique ? Les deux. Et en fait, quand je mets de la musique, il y a quand même ce truc hypnotique avec le dessin où on oublie après la musique, on n'entend plus. Donc, alors, j'écoute aussi beaucoup de podcasts que je dois remettre 10 fois pour écouter vraiment, parce que on se déconcentre en dessinant, même si on croit qu'on est disponible. Couleur ou noir et blanc ? Noir et blanc. J'ai fait des bandes dessinées en couleur, mais pour moi, c'est pas essentiel du tout. Il y a un rapport du noir et blanc qui se suffit
qui peut se suffire. En fait, une page doit se tenir en noir et blanc. Et après, éventuellement, la couleur, mais c'est vraiment pas indispensable pour moi. Et pour terminer, est-ce qu'il y a une autrice ou un auteur de BD que tu nous conseillerais et qu'on connaîtrait pas forcément ? Moi, j'aime beaucoup Aline Kominsky-Crumb, qui est morte il y a pas longtemps, et que j'avais découvert dans sa grosse anthologie, dont je n'ai plus le nom, mais une anthologie de ses fanzines qu'elle avait fait ou toute seule, ou avec d'autres femmes, ou avec Robert Crumb. Et j'avais été sciée, j'avais découvert ça il y a plus de 20 ans, de par la modernité de son humour, de son trait. Et elle fait partie des femmes qui ont été moins connues, un peu écrasées par la notoriété de leur mari, quoi. Donc Aline Crumb. Eh ben merci beaucoup, Lynn Antico. Merci. Et donc on lit Madones et Putains chez Dupuis et Vulva Vulgaris. Oui, aux éditions Montant-l'Air. Aux éditions Montant-l'Air, dans la collection BDQ. Exactement. Merci d'avoir joué le jeu. Merci. Neuvième Art est un podcast produit par la Cité internationale de la bande dessinée et de l'image d'Angoulême, réalisation Mathieu Charrier. N'hésitez pas à commenter ces épisodes, à les noter, à en parler autour de vous, c'est très important pour nous.